Alors, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à la deuxième escale que vous propose le mois de design, événement organisé par le département de techniques d'orthèse visuelle et le service de la mobilité et des activités internationales. Je vous remercie énormément d'ailleurs d'avoir organisé cet événement. Je suis Josée Mercier, la directrice des études ici à Édouard-Montpetit et bien sûr son École nationale d'aérotechnique. Je vais vous expliquer un peu le concept, quoique vous étiez peut-être présent la semaine dernière. Le mois de design est une occasion unique de permettre la rencontre entre des passionnés de création de montures, puis des étudiantes et étudiants qui ont soif de connaître ce monde stimulant et inspirant. D'ailleurs, merci à vous, chers étudiants et étudiantes, d'être là. Je pense que cet événement est organisé par vos professeurs et le service de la mobilité justement pour vous permettre de vous épanouir dans ce merveilleux monde de design. Alors ainsi, des créateurs et créatrices de Californie, de la France et de l'Italie ont accepté de partager leur univers dans le cadre de 3 conférences qui sont offertes tout au long du mois de mars. Nous les remercions d'ailleurs sincèrement d'avoir accepté de se joindre à l'aventure, bien sûr. Aujourd'hui, la France est à l'honneur. Notre périple nous conduit maintenant à Sotonax, la montagne, chez VM L'Atelier. 2 lettres, V et M. 2 créateurs, Vanessa et Mehdi, dont la première collection, sortie en 2007, leur a valu 2 Silmo d'or. Leur esprit novateur, proposant des pièces, s'ajustant aux différentes morphologies, a immédiatement fait leur renommée. Ce sont des designers lunetiers soucieux des besoins de l'opticien et du confort des individus. Passés maîtres dans la réalisation 3D haut de gamme, ils accumulent brevets et récompenses. Comment passer sous silence que Mehdi a non seulement été le parrain de la 4e édition du concours des montures plein la face du département d'orthèse visuelle. D'ailleurs, j'y ai assisté à quelques occasions, c'était vraiment excellent. Mais qu'il a, donc au-delà de ça, la 4e édition, mais qu'il a également de plus généreusement fabriqué, présenté au Silmo et mis en marché la monture gagnante du concours dessinée par nul autre que Naomi Adida. Alors, sans plus tarder, écoutez, la conférence se termine vers 13h15 pour vous permettre également de poser vos questions aux invités. On vous suggère de le faire via le clavardage. Et malheureusement, j'aurais aimé y assister, mais on m'a dit que c'est enregistré. Alors, Naomi, je vais t'écouter par la suite, je te le promets. Mais sans plus tarder, donc, je le remercie. Je remercie Mehdi de sa présence et le laisse vous présenter lui-même le secret de son succès. Mais donc, en direct de la France, voici Mehdi Gora, accompagné de nul autre que Naomi Adida. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Naomi. Ça va bien? Ouais, ça va très très bien, très très bien. Je suis un petit peu angoissé sur la connexion 4G, qui est pas très bonne aujourd'hui parce que nous avons un temps exécrable en France. Donc j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend super bien. Vous remercier d'avoir accepté. Si vous m'entendez, les problèmes d'audio en ce moment, mais... Ça va. Ça va. J'arrive à avoir la phrase pratiquement entière. Ah, OK. Il y a des petites micro-coupures, je ne sais pas, c'est peut-être... ouais, voilà. C'est mieux comme ça? Ouais. Parfait. C'est super comme ça. Comme ça. Parce que je pense qu'il y a peut-être une connexion et avec... c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est mieux? Ouais, super. Okay, parfait. Comment vas-tu, Naomi? Ça va super bien. Ça va super bien. C'est le printemps ici à Montréal en ce moment, puis le soleil est bien là, est beau aujourd'hui. Donc, je suis très contente. Puis, je suis super contente de te parler aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas jasé, puis je commençais à m'habituer de vous voir à peu près une fois par année. Donc, ça m'a manqué l'année passée. Donc, c'est ça. Je voulais vous remercier d'avoir accepté l'invitation.
et Avec plaisir. de nous entretenir aujourd'hui. Je voulais premièrement vous poser la question. En fait, moi, j'ai jamais su. C'est quoi votre parcours professionnel? Comment vous êtes arrivé à devenir un créateur de lunettes? En fait, c'est un parcours atypique, singulier, passionné, avec des rencontres de complémentarité. C'est une sorte de chaudron dans lequel on met plein de choses, on secoue et un tadam. Donc c'est un petit peu, en fait, je suis designer graphique au départ. J'ai fait les arts appliqués à Lyon et j'étais plus ciblé sur l'illustration, le dessin le vrai dessin. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens passionnés dans l'optique et qui m'ont offert l'opportunité de partager leur expérience sur le développement des produits de l'optique. Et j'ai vu que en parallèle de la mode, il y avait ce petit monde, ce petit microcosme qui est à part de l'optique, où il y a énormément de technologies, de connaissances, de passion, un savoir-faire ancestral, artisanal, qui est bouillonnant et passionnant, un petit peu comme le monde de la chaussure, j'imagine, en Italie ou dans certaines régions. Et il y a tout ce savoir-faire qui est extrêmement précieux et fascinant. Et du coup, j'ai mis le pied là-dedans et voilà, je m'en suis jamais sorti. C'est magnifique, puis on aime ça. Et comment est arrivé finalement VM L'Atelier? Alors, VM L'Atelier, et donc on avait déjà notre collection Vanessa et Midi, et en fait VM L'Atelier est venu d'un partage entre Vanessa et deux opticiens parisiens extrêmement passionnés et qui ont échangé ensemble, et il s'est passé une émulsion, il s'est passé quelque chose, et elle en est revenue complètement bouleversée. Donc du coup, moi, je suis allé voir ces opticiens à Paris, et puis ils m'ont bouleversé à leur tour, etc. Et puis il s'est passé un truc, et on s'est dit, tiens, c'est une belle opportunité pour se remettre en cause et pour saisir l'opportunité d'aller plus loin dans le produit et dans le design en se servant de cet outil qui est l'impression 3D. On s'est dit, c'est peut-être le moment. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire une petite introduction de Vanessa? Parce qu'on l'a mentionné quelques fois, mais peut-être faire une petite introduction. Petite introduction de Vanessa. Donc, Vanessa, elle a... Ah, vous voulez dire physiquement? La voir? Ouais, peut-être. Pourquoi pas, si elle est là. Vanessa? Je ne sais pas si elle est là. Vanessa? Non, je crois qu'elle est partie. C'est pas là, c'est correct, mais c'est juste parce qu'on entend son nom, puis moi, je la connais, mais pour les autres, expliquer un peu le V de VM. Alors, le V de VM, c'est vraiment le V de VM. Déjà, c'est la femme de Vanessa et Midi. C'est l'aspect opposé et complémentaire du designer masculin. C'est le designer féminin qui est très friand de tendance, de lignes de vue, de direction, de style, etc., qui est italienne, qui a une très forte personnalité, qui sait énormément ce qu'elle veut. Donc c'est très, c'est très bouillonnant. Quand on essaye de mettre en commun nos deux passions et nos deux expériences, ça fait une sorte d'alchimie, une émulsion, un petit peu comme un chef qui découvre en même temps que les personnes qui vont goûter son plat. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est difficile à expliquer. En tout cas, c'est bourré de passion, bourré d'échanges et de partage. Ça, c'est sûr. Oh wow, j'adore ça. C'est trop nice. C'est sûr que la collection VM L'Atelier, présentement, est faite entièrement d'imprimerie 3D. Et je me demandais comment vous êtes arrivé à ce point de, premièrement, d'expérimenter avec la matière et peut-être expliquer un petit peu c'est quoi la matière elle-même. Mais aussi comment... Bon, en fait, on va commencer avec ça. Comment vous êtes arrivé à l'imprimerie
3D? En fait l'imprimerie 3D, je l'utilise depuis plus de 20 ans maintenant. Ah, wow, OK. Ouais, donc c'est un domaine que je connais très bien. Donc je vais expliquer ce que c'est, bien sûr, parce que c'est un peu du charabia un peu complexe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est très important de comprendre ça. Au début, quand on faisait des créations, on réalisait des plans en format A3. OK. Et on faisait, c'était tout fait à la main, au rotring, sur des papiers calques, et on envoyait ça au fabricant. Et il y avait des retours, des allers-retours avec le fabricant, on faisait des pré-prototypes, des prototypes, des reprototypes, donc ça pouvait durer des mois et des mois, parfois des années, pour arriver à obtenir le produit qu'on voulait. Et puis, est arrivé les logiciels de modélisation 3D, qui sont devenus de plus en plus facile, on va dire humainement utilisable, accessible, manipulable. Et donc du coup, on a réussi à se passer petit à petit des plans et de pouvoir attaquer des fichiers qui permettent d'expliquer telle surface, telle creuse, bombée, etc. Donc on a réussi à travers tous ces travaux de surface à faire des fichiers. Et ces fichiers, un jour, des grosses sociétés d'ingénierie américaines et allemandes ont réussi à créer ce qu'on appelle l'impression 3D. Donc vous avez connu l'impression 3D avec le fil en dépose, ce qu'on appelle additif, qui fait des petits bourrelets qui fondent et qui arrivent par strates successives à faire une sculpture, un objet. Et puis, c'était grossier. Les couleurs étaient noires, enfin c'était assez, ça pouvait être très cassant, c'était très fragile. Et puis petit à petit, on est arrivé à faire ce qu'on appelle dans le métier la stéréolithographie. Et c'est comme ça que j'ai abordé l'impression 3D. La stéréolithographie, en fait, on s'en servait pour faire des maquettes. Donc c'était blanc, voire beige. On gardait à peu près l'aspect de ce qu'on voulait au niveau de la maquette pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois, mais au bout de 2 mois, ça se déformait tout. Et puis, les technologies ont avancé jusqu'au jour où on est arrivé à des maquettes qui étaient presque plus jolies que la production elle-même. Oh, wow. Ouais. Et là, on s'est posé des questions. On s'est dit, waouh, c'est quoi, pourquoi, comment, et tout. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser. Je n'ai pas été le seul. Hein. Il y a des gens qui s'y sont intéressés dans l'aéronaval, dans la mode, évidemment, qui se sont intéressés dans la bijouterie, etc. Mais au niveau de la lunette, ça a été un petit peu plus tardif. Et moi, je m'y suis intéressé à partir du moment où on a maîtrisé un facteur. Et ce facteur, c'est la couleur. Et pour moi, c'était un fondamental. Parce que si c'est pour avoir un noir, un gris ou un marron, bon, c'est triste. Alors que si on arrive à avoir quelque chose de cette couleur-là, magnifique. C'est déjà plus excitant. On est d'accord. Hein. Ouais. Donc, voilà. Alors, l'impression 3D, qu'est-ce que c'est? Juste un petit parallèle. Je vais prendre la main et je vais vous montrer si j'ai accès. Voilà, c'est ça. Alors, bon, déjà, pour vous montrer l'impression 3D, voilà, une machine qui sert à imprimer de la 3D. C'est pas très sexy, c'est pas très excitant, mais c'est comme ça que c'est sous cette forme-là que ça représente. Ici, j'ai voulu vous montrer des schémas qui sont, qui simplifient d'une manière très rapide le système de fonctionnement. Donc, au début, vous avez un bac qui est plein de poudre, et à droite, vous avez le bac qui est plein de poudre avec les parties qui sont solidifiées. Vous avez un laser que vous voyez au-dessus, laser qui va rebondir sur un miroir et qui va venir polymériser chaque petit grain de poudre situé à un endroit donné par le logiciel. Et on va savoir, cette poudre-là va rester poudre et cette poudre-là va devenir dure. C'est le principe de la polymérisation. Okay. Donc, ici, vous avez une flèche qui monte. D'accord? Donc, vous avez ce bac qui va se vider et ce bac qui va se remplir. Et entre les deux,
Et c'est tout le principe de l'impression 3D. Vous avez ce qu'on appelle un racleur, ça peut être un rouleau, ça peut être des choses différentes, où à chaque fois, ici, il va répartir une couche de 0,1 mm, 1/10 de millimètre. Et ça va être la polymérisation va se faire couche par couche de 1/10 par 1/10. Le rouleur, ouais, c'est ça, je m'allais dire, le rouleur, il vient rouler par-dessus l'objet, voilà, c'est ça? voilà, tu vois ici, tu as le rouleau, et il va étaler la couche en poudre à ce niveau-là, ok. Et après, tu as un détecteur, un œil de lecture qui va répartir exactement là où tu veux polymériser la. Et donc, du coup, on arrive à faire des choses qui sont impossibles à faire dans certains domaines de l'industrie. Ici, c'est un autre exemple, mais c'est le même principe. À chaque fois, c'est le même principe. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la technique de frittage de poudre, SLS en anglais. Okay. Je suis pas très bon en anglais, donc je vais pas m'étaler, mais voilà, c'est encore un autre exemple. Donc c'est ça c'est cette explication là qui est le plus représentatif. Alors c'est difficile de s'imaginer, mais la poudre est volatile comme de la farine. OK, ouais. C'est vraiment comme un processus chimique, en fait. Exactement. C'est la chaleur qui vient changer la composition de la poudre pour devenir un objet dur. Voilà. Okay. Ouais. Donc, c'est de la poudre de polyamide, c'est de la poudre de nylon, mais c'est pas du nylon vulgaire, c'est du nylon très haut de gamme qui a été réduit pratiquement en poussière. Et si bien que les rayons laser, X, Y, Z, vont venir polymériser, vont venir durcir cette matière sur l'équivalent de 0,1 mm3. C'est très précis. Très précis, exactement. Très, très précis. Et juste pour savoir comme ça, les montures que vous fabriquez, on peut les chauffer. Est-ce qu'on peut chauffer la matière imprimée 3D? Oui, on peut la chauffer. Donc, le point de fusion est à 170 degrés. Donc, c'est-à-dire que si tu montes à 170 degrés, tu vas la faire pas fondre, mais elle va se ramollir. Donc, on peut monter quand même. Par exemple, moi, ça m'arrive quand j'ai une prescription qui est un petit peu complexe, un verre un peu compliqué à monter, j'hésite pas. Je mets ma chaufferette en route ou ma ventilette, comme vous dites chez vous, et je fais monter à 80 degrés. Je ne sais pas ce que ça fait en Fahrenheit, mais je la fais monter à 80 degrés et je la fais passer juste dedans, comme ça, quelques secondes à peine, et ça suffit largement pour amollir la matière et monter le verre. Ah, génial. Parce que c'est sûr que j'ai entendu dans l'industrie d'autres qui utilisent des fois l'imprimerie 3D, et c'est toujours la question, est-ce qu'on peut chauffer la monture? Et c'est sûr que pour nous, étant opticien, c'est très important qu'on puisse être capable de chauffer la monture. C'est sûr que ça rend les choses un petit peu plus faciles pour nous. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, je me demandais aussi, c'est sûr que l'imprimerie 3D, on va en parler après par rapport à la lunette que moi j'ai créée, parce que moi, je suis vraiment allée loin avec ma création, puisque je savais que ça allait être imprimé 3D. Mais je me demande comment c'est votre processus de création, surtout maintenant que vous faites entièrement l'imprimerie 3D. C'est sûr que maintenant, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez, mais en fait, comment ça vient pour diriger votre processus de création? Vaste question. Quand on est designer, je pense, quand on est designer dans l'optique, moi je travaille depuis à peu près, ça commence à faire, mais à peu près 25 ans, dans le monde de l'optique en design. Et j'ai énormément travaillé dans le métal et énormément travaillé dans l'acétate. Et je connais bien ces matériaux. Et il y a un moment ou un autre, nos délires de designer s'arrêtent à ce que la technique permet de faire. On ne peut pas aller plus loin. Même si, avec certains designers avec lesquels j'ai travaillé, comme Alan Mickley, comme Stark, on a poussé les bouchons très loin. On a repoussé les limites de la technologie. Mais il y a un moment ou un autre, on ne peut pas aller plus loin. Avec l'impression 3D, on peut se permettre des choses impossibles à réaliser avec
avec toutes les meilleures volontés du monde et toutes les meilleures technologies, en acétate, on ne pourra jamais descendre à du 0,1 mm. On ne pourra jamais. Dès que tu vas avoir des variations thermiques qui vont être peut-être plus ou moins importantes, il va y avoir une incidence terrible sur l'acétate. Et puis tout ce qui est 5 axes pour tailler dans tous les sens les feuilles d'acétate, etc., tu es limité aux contraintes de l'épaisseur de la matière, ne pas trop la chauffer, sinon elle va brûler. Bref, c'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça que le principe de l'acétate, c'est une feuille, tu tailles dedans, après tu peux tailler de diverses manières, et après tu mets en forme. Ça s'arrête là. La 3D, c'est pas du tout ça. C'est, t'imagines le délire que tu veux, et t'appuies sur print, mais le délire, et c'est là où les opticiens doivent bien comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on appuie sur print que c'est fait. C'est-à-dire qu'en amont, tu as toute la partie logicielle, toute la partie maîtrise du métier, comme un fabricant de bottes ou de baskets. Il va faire des très très belles chaussures, mais s'il a une très belle modélisation, il connaît bien la physionomie, l'ergonomie du pied, il va pouvoir imaginer un produit qui va être extrêmement confortable, et il va pouvoir pousser son audace sur la fabrication d'une chaussure autour du pied. Mais le pied, tu ne vas pas le changer. Le pied, c'est un pied morphologique. Eh ben, la lunette, c'est pareil. Les fondamentaux d'une lunette, c'est toujours les mêmes choses. C'est les oreilles, le nez et les verres. Donc, ça, c'est nos points cardinaux. Et autour, on n'a plus de limites avec l'impression 3D. Ça se voit beaucoup dans votre collection. Je ne sais pas si vous en avez une proche de vous, mais je sais que vous avez fait des clips récemment, puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai oublié les clips ici. Ah, c'est correct. C'est juste parce que... Non, mais il n'y a pas de souci. Je ne sais plus si j'en ai là. Oui, j'ai oublié de les prendre, effectivement. J'ai juste pensé à ça de même parce que je me rappelle que vous avez posté récemment une vidéo, je ne sais pas où est-ce que j'avais vu ça, vous avez mis à quelque part que vous avez fait un nouveau clip, puis ça a l'air vraiment léger, puis quand même malléable. Puis en même temps, il y a comme des super beaux détails, vraiment, vraiment fins, quelque chose qu'on pourrait jamais avoir avec de l'acétate et même avec du métal. Le métal, il y a quand même des points de soudure, il y a quand même des points faibles. Puis je trouve qu'avec la modélisation 3D, ça vient vraiment ouvrir les portes pour vous. Puis ça se voit dans votre collection, surtout avec les couleurs que vous avez choisies aussi. J'aime beaucoup ça. C'est certain, c'est certain. Ben, je peux partager mon écran pour montrer des photos de ces clips auxquels on parle. Ça peut être intéressant. J'en ai pas pour longtemps. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, pas pour longtemps. Hop, c'est l'improvisation. Daniel va m'en vouloir. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Donc... Je suis très contente qu'on puisse le mettre et l'afficher parce que peut-être pas tout le monde ait vu votre collection, puis ça donne au moins un goût de qu'est-ce que c'est VM l'atelier. Mais voici le clip qui est... Peux-tu expliquer un peu comment ça tient sur la monture? Parce qu'on voit, je pense que c'est des genres de... like a prong sur les côtés. Alors, voilà. Donc, du coup, ça, c'est la face d'origine, qui est en impression 3D avec des branches en pur titane qui viennent du Japon. Et dessus, le gros avantage d'impression 3D, c'est comme on peut faire tout ce qu'on veut, on n'a pas de limite. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de se limiter comment je vais pouvoir faire tenir un clip sur une monture optique, mais en essayant de désapprendre ce que j'ai toujours appris au niveau du clip. Un clip, ça peut tenir d'une manière clippée, comme son nom l'indique, avec des aimants, etc., pour la partie métallique. Mais un clip 3D sur une monture 3D, comment je fais ? Comment je peux réussir à faire ça ? Et du coup, il nous est venu cette idée d'inventer des nouveaux systèmes d'accroche et de fixation sur le modèle. Et du coup, on a
et également la possibilité, par exemple dans cet exemple-là, on a un modèle qui est optique, on va dire entre guillemets académique, qui a des volumes, qui est une ovale, avec un petit nez-clé, etc. Sympa. Mais si on rajoute un clip qui change complètement son look, on tombe dans le domaine underground, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on crée une ambivalence. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on aime beaucoup avec Vanessa, c'est-à-dire ne pas être catalogué ne pas avoir une étiquette. Voilà. Et essayer de trouver un petit peu de déclencher l'émotion, perturber un petit peu. Ça nous intéresse beaucoup. Voilà. C'est magnifique. C'est vraiment ce que tu as dit de désapprendre ce que tu as appris dans le passé. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment important. Puis c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire parce que, comme vous avez dit, c'est avec l'acétate ou d'autres matières, on atteint le summum d'être capable de réinventer des nouvelles choses. Donc, il faut, avec un nouveau logiciel ou une nouvelle façon de faire avec l'imprimerie 3D, c'est de désapprendre le pont clip avec les crochets ou les aimants ou les autres façons de faire des clips dans le temps. Puis encore plus, ce que j'aime le plus de vos clips, c'est que c'est super beau, c'est super slick et épuré. Et il n'y a pas cet aspect de... les crochets, c'est fine, c'est correct, mais ça vient graffiner les lentilles des fois ou la monture. C'est pas vraiment le meilleur. Donc, de venir et peut-être réinventer comment produire un clip, comment la fixer à la monture, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Ça m'amène un peu à le processus. En fait, vous étiez le parrain de notre concours de conception de lunettes en 2018. Donc, j'ai plein de questions par rapport à ça. Premièrement, comment vous avez aimé ça, être le parrain de cette édition de concours? Alors, très flatté déjà, très heureux. Je ne pensais pas que ma passion pouvait se partager, pouvait intéresser quelqu'un. Donc j'étais très flatté, très heureux de participer et de pouvoir surtout partager le fruit de mon expérience à des jeunes et leur montrer à travers l'étape de création, l'expérience de création. Je pense que pour comprendre le métier de l'optique et comprendre une lunette, il n'y a pas mieux que de la créer. Ouais. Voilà, c'est tout. Si un opticien, et c'est très personnel, et c'est très calculateur aussi, c'est-à-dire que si un opticien a été confronté à la création, à concevoir un modèle, pas simplement le dessiner, mais le concevoir, le jour où il va recevoir un designer dans sa boutique, et qui va découvrir sa collection, la personne sera peut-être un petit peu plus ouverte et acceptera peut-être plus facilement l'audace de présenter sa collection et la résonance de pouvoir acheter ce modèle aura plus de profondeur, plus de signification. Ouais. Et pour moi, c'est important parce qu'aujourd'hui, un opticien qui va acheter une nouvelle collection, qui va la mettre dans son magasin, il faut qu'il puisse être le relais et le garant du message que le créateur a voulu faire passer. Et ça, c'est le plus important. Et aujourd'hui, plus on rajoute ces intermédiaires entre le message de Naomi à travers Zaha et le message de l'acheteur qui va porter dans la rue, il ne faut pas que ce message il y ait des interférences, il y ait des perturbations, où il y a des ruptures de connexion. C'est tout simplement ça. Et donc, un opticien qui aura été confronté à la création aura beaucoup plus d'ouverture d'esprit à laisser sa chance à un nouveau designer. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que moi, je rentrais dans le programme d'orthèse visuelle le moment que le concours se passait. Puis, on avait entendu parler qu'on avait reçu des plaques de l'Italie, des plaques d'acétate. Alors, pour le concours, on peut jouer avec les plaques d'acétate, on peut essayer de concevoir une lunette le plus qu'on peut. Et quand je suis allée voir
à la session d'information, vous avez dit que le thématique était Zaha Hadid, qui est, vous le savez, mais peut-être que les autres ne le savent pas, une architecte. Elle était une architecte incroyable qui faisait des immeubles qui n'avaient aucun sens. Vraiment, elle a vraiment complètement changé le game de l'architecture. Et ça a comme un peu foiré l'affaire avec les acétates parce que Zaha Hadid faisait presque jamais des angles de 90 degrés dans ses immeubles. C'était toujours des formes très souples, très arrondies. Donc, je savais dès le départ que même si les professeurs avaient acheté des magnifiques plaques d'acétate de l'Italie, puis qu'on allait pouvoir essayer de couper les acétates, je savais que je pourrais pas l'utiliser pour le concours parce que je devais désapprendre, comme vous avez dit tout à l'heure, je devais désapprendre ce que je connaissais de la lunette pour concevoir l'idée que j'avais dans ma tête, que j'ai découvert pendant que je dormais. C'est venu à ma tête pendant que je dormais, je l'ai dessiné. Je suis venue avec quelques différents croquis. La première session qu'on s'est vue, on faisait tout sur Skype. Puis c'est ça, c'était vraiment ça. C'était vraiment un processus de désapprendre. Et en même temps, j'étais au début de mes études, donc je devais apprendre la bonne manière, mais en même temps désapprendre les bonnes manières. Et c'était vraiment quelque chose de magique. Puis je vous remercie vraiment pour votre expertise. Je suis curieuse de voir comment vous avez géré comme chaque étudiant ou comme le processus de... Alors, la première chose, j'ai été flatté d'être invité, mais j'ai surtout été très étonné que, en fait, les personnes qui ont lancé les lunettes plein la face m'avaient demandé amicalement de réfléchir à 4 ou 5 idées de thèmes. Et j'avais mis des thèmes, peu importe lesquels, et puis à la fin, j'avais mis Zaha Hadid. Puis je me suis dit, l'hommage à Zaha Hadid, très honnêtement, entre toi et moi, ne sera jamais accepté, passera jamais. Et c'est celui qui a été validé. Alors déjà, je remercie franchement, à titre personnel, le Cégep d'avoir pris l'audace de prendre cet hommage à Zaha Hadid. À titre personnel, ça m'a fait énormément de plaisir. Parce que Zaha est quelqu'un qui a touché à énormément de produits, pas que l'architecture intérieure. Elle a fait des trucs fantastiques qui commencent simplement à être connus par le grand public, mais elle n'a jamais touché de lunettes. Ouais. Et ça, pour moi, c'était, tiens, c'est rigolo, comment on pourrait rendre hommage à Zaha Hadid. Et ça a été l'occasion. Alors, après, comment tout s'est passé? Eh bien, tu le sais, ça a commencé comme ça. Alors, attends, je vais faire un partage d'écran. Je suis obligé de faire un partage d'écran. Excusez-moi, il y a un bug. Est-ce que je devrais porter la lunette pendant que vous... Pourquoi pas? Alors, je dois... Voilà, ça y est, il est là. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit. Alors, voilà tu avais fait plusieurs croquis. Ouais. Mais immédiatement, c'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil. Et immédiatement, quand j'ai vu ce croquis, je savais, et je l'avais dit à Daniel, et je lui avais dit que c'est ce produit-là qui serait certainement en finale. Et ça n'a pas raté. J'en avais même parlé à Vanessa. Et tu avais même mis en situation sur Zaha le modèle. Et il lui aurait été très bien allé, hein, franchement. Et puis, voilà. Après plusieurs échanges sur Skype, tu as réalisé ce modèle que je trouvais très intéressant et qui est vraiment, qui était vraiment le rough en volume de ce que ça pouvait donner. Donc, du coup, une fois que tu as réalisé ça, tu te rappelles, tu as fait le petit scan 3D. Oui. Donc là, c'était intéressant parce que ça nous a permis de gagner du temps et de faire un balayage laser
pour scanner 3D vraiment le produit. Moi, dans mon esprit, c'était d'être au plus proche, au maximum du produit que tu voulais donner. Lydie, est-ce que je peux faire une précision? Oui. Donc, la photo en arrière, le modèle a été fait en plasticine. Et le modèle qu'on voit dans la modélisation 3D, qu'on essaie de faire le scan, c'était fait dans une autre matière parce que je voulais être capable de mettre la lunette sur moi-même. Celle-ci, je pouvais pas la mettre sur mon visage parce qu'elle était faite en plasticine et elle allait s'écrouler tout de suite. Et moi, je voulais prendre des photos pour la finale du concours. Donc, j'ai fait une autre monture qui était en Fimo, qu'on met dans le four et ça durcit. Mais ce n'était pas aussi raffiné que je l'aurais aimé. Donc, on a fait l'imprimerie 3D. Puis moi, j'ai vraiment précisé que je veux que ça soit plus proche de la lunette en plasticine et encore plus proche à vraiment mon dessin. Et c'était ce produit-là? Ouais, c'est ça. Ça, c'était la plasticine. Voilà, d'accord, OK. Ouais, mais ça, c'était comme... Ça tenait comme ça, mais dès que je faisais quoi que ce soit avec, ça pourrait... OK. Ouais, c'était très, très, très fragile. C'est très les lentilles étaient accrochées par rien. C'était comme ça, ça flottait. Et je voulais que la lunette, elle n'ait pas de pont. Ouais. Et donc, moi, c'est ce qui m'intéressait, si tu veux. C'est pour ça que quand tu l'as scanné 3D, ce que je trouvais très, très, très intéressant, c'est une fois que j'ai eu le scan 3D, j'ai eu ce qu'on appelle un nuage de points. Et donc, du coup, voilà ce que ça a donné. C'est tellement cool. J'adore ça. Voilà. Donc, on dirait une grosse chaussette qui n'a pas de début ni qui n'a pas de fin. Tu vois? Ça fait un peu penser à ça. Alors, tu vois, ça fait un conglomérat de surface, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est ce que je voulais vraiment être au plus proche de la réalité. Et du coup, roulement de tambour. Après, évidemment, moi, j'ai fait mon job. Incroyable. Donc, j'ai essayé de garder, d'être au plus proche de... je vais la remettre en... C'est comme si vous étiez comme dans ma tête. Parce que ça, c'est vraiment la façon... La première fois que vous m'avez envoyé une photo de la modélisation, je pleurais parce que c'était juste incroyable. C'est vraiment comme je l'imaginais dans ma tête, puis c'était juste magnifique. Alors évidemment, il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait justes au niveau des branches, du bascule des branches, etc. Ben non, j'avais fait ça. La position des oreilles. Ouais, voilà. Ouais. Mais tu vois, c'est pour te montrer qu'on n'est pas très loin de la réalité quand même. Hein. Ouais, vraiment. Donc c'est là où c'était intéressant. Alors après, bien sûr, il y avait des inconnus. Il y avait des choses, je ne savais pas trop comment ça allait se passer au niveau des joues, à ce niveau-là. Comment le confort allait se passer au niveau de cette... Mais en même temps, je ne pouvais pas écarter parce que je me suis servi de cette vague rentrante sur les côtés pour trouver un système de clipsage des verres. Et en fait, tout devenait logique. La seule chose sur laquelle je suis intervenu, et tu le sais, c'est sur le nez, où je voulais vraiment un chausson hyper confortable. Ouais. Voilà. Et ce chausson, ce nez, m'a permis de continuer, de pouvoir accrocher le verre et venir le bloquer d'une manière, on va dire, presque naturelle quand on voit le produit. Voilà. Donc... la réalisation, donc toute la modélisation, la réalisation du fichier 3D, c'est ce qui est, sans cette modélisation, l'impression 3D derrière ne peut exister. Oui. Voilà. Ce que j'ai aimé, ce que j'avais vraiment aimé quand on a travaillé ensemble, c'est que moi, je savais déjà qu'il y avait des parties que, les charnières, je n'étais pas sûre, le pont du nez, je n'étais pas sûre, la façon de monter les lentilles, j'étais vraiment pas sûre, mais je savais que j'avais comme des idées précises dans ma tête et je voulais pas non plus faire des compromis. C'est sûr que pour le nez, je savais qu'il devait avoir une solution, puis on a trouvé une solution. Pour la charnière, vous avez trouvé comme une magnifique charnière qui est vraiment comme flush à l'intérieur de la monture. Donc, ça ne va pas frotter sur les joues. Je trouvais que ça, c'était magnifique. La façon de monter les lentilles par clipsage, incroyable. Ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié parce que
je pense que vous aurez pu aussi faire comme, on va faire un fil de nylon, puis on va pas se casser la tête. Mais ce que j'ai tellement adoré de ce processus avec vous, c'était qu'il n'y avait pas de limite. Vous avez vraiment pris ce challenge, puis fait quelque chose de vraiment magnifique. Et une chose que j'aimerais aussi mentionner, c'est que moi, je voulais vraiment, vraiment que la lunette soit blanche. Et Mehdi, tu me disais que je pouvais pas avoir... Alors, en fait, on pouvait pas pour deux raisons. La première raison, c'est que la poudre, elle est blanche immaculée. Et donc, une fois qu'elle est polymérisée, quand on sort le produit, on verra une vidéo tout à l'heure qui montre ça, quand on sort le produit des bacs de poudre, si on ne fait rien, je dirais, techniquement derrière, de vernis ou de protection, le blanc se salit très très vite. Il devient vite jaune. Donc j'ai déconseillé Naomi, j'ai dit non, on peut pas faire de blanc et tout. Ah mais j'insiste, j'aimerais bien. Et puis Vanessa elle me dit demande toujours, on sait jamais. Bon je dis on va demander. Mais par contre sous réserve, le proto va se salir vite, etc. Et puis l'entreprise qui fait l'impression 3D m'a dit si on fait un blanc brightness qu'on n'utilise pas et que personne n'utilise dans la lunetterie à cause du maquillage des femmes ou de la transpiration. Et nous, on utilise ce blanc brightness. Alors je me suis dit, mais ah bon, c'est quoi? Et je peux recevoir un proto. Et puis on a reçu le proto et on a fait des tests et ça a marché. Donc le caprice de Naomi a été respecté, mais jusqu'au bout. Voilà. Je vous remercie énormément, mais je trouve ça vraiment, vraiment cool. Moi, je voulais vraiment que ça soit blanc parce que ça faisait rien avec des couleurs. Puis, je trouvais que c'était vraiment... ça venait rendre vraiment hommage à Zahd. Donc, je voulais vraiment que ça soit blanc. Mais je trouve que c'est juste cool qu'en arrière de tout ça, vous avez pu aussi découvrir quelque chose qui finalement, vous avez un peu introduit dans votre collection. J'ai vu récemment. On a un peu, même beaucoup. Beaucoup, merci Naomi. Non, on a un modèle rond blanc qui fonctionne bien. On a le clip blanc qu'on a publié récemment sur notre page Instagram. Oui. Donc c'est pas des produits qu'on vend tout le temps, mais c'est des produits qui ont leur place dans l'impression 3D, comme on peut l'imaginer dans l'acétate, etc. Mais c'est très intéressant parce que on a, avec ce système Brightness qui est breveté chez mon imprimeur, on préserve cette blancheur immaculée, cette blancheur très propre. Évidemment, ça n'empêche pas que la lunette se tache avec le maquillage, avec les imperfections de la peau, comme toutes les montures. Donc on peut mettre, en enlevant les verres, ton modèle, par exemple, tu peux le mettre dans un bain à ultrasons pendant quelques minutes et ça va permettre de retrouver le blanc initial. Voilà. Mais merci. La dernière question que j'aurais, avant de peut-être passer aux questions du public, serait, est-ce que tu aurais qu'est-ce que tu pourrais dire pour des jeunes opticiens ou créateurs qui voudraient commencer dans l'industrie pour créer des lunettes? C'est déjà communiquer sur les fondamentaux d'une monture. C'est-à-dire que pour moi, la priorité absolue, c'est avant de lancer sa collection ou avant de présenter des nouveaux designs, c'est vraiment savoir comment une lunette est fabriquée, comment une lunette est faite, comment une lunette est structurée. La deuxième chose, c'est vendre. Vendre. Avant de créer sa monture, il faut aller vendre sur le terrain, rhabiller des modèles, ajuster des modèles, tailler des verres, il y a rien de tel que le terrain. Rien de tel. Moi, j'ai vu déjà des designers qui se lançaient dans le milieu de l'optique sans connaître le milieu de l'optique. C'est très délicat, c'est très incertain. Ouais. C'est un métier, c'est un peu comme le monde de la chaussure. Le monde de la chaussure, le monde de la lunetterie, c'est un peu les mêmes. On est des métiers extrêmement complexes, des métiers qui touchent à nos yeux. Et aujourd'hui, on le voit avec les masques, la monture prend toute son importance, vraiment. Et je pense que le produit optique qui a de l'audace et de la couleur et de la forme revient star grâce au masque et à cause du Covid. Oui. Mais c'est comme ça. Et donc, du coup, c'est une chance
pour nous, designers de l'optique, d'avoir des montures audacieuses qui soient portées. C'est ça qui est important. Ouais. Et donc, voilà, il faut avoir pratiqué comment dire, les ventes de montures en magasin et les ajustages pour bien comprendre la physionomie. Aussi une chose, un autre conseil, après peu importe comment on travaille, si c'est l'acétate, le métal, la 3D, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est le visagisme. Voilà. Ouais. Je vais dire une banalité, mais commercialement, on la vérifie tous les jours avec Vanessa. C'est quand vous avez une forme pentos ou ronde qui est mal dessinée, elle sera peut-être achetée par l'opticien, mais elle sera mal vendue derrière. Elle se vendra mal. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça veut dire que si une forme est déséquilibrée et mal étudiée par rapport à des visages, si c'est simplement une pentose classique qui est dessinée mais qui est déséquilibrée, elle sera mal portée. Donc, quand le porteur va l'essayer, etc., il ne se sentira pas bien, il ne se trouvera pas beau ou elle ne se trouvera pas belle. Et donc, du coup, le produit n'a pas été abouti, n'a pas été, perfectionné au niveau du dessin. Et c'est très important. Une pentose qui est bien dessinée, très bien dessinée, une monture ronde qui est parfaitement bien dessinée, qui a été étudiée correctement sur différents visages, comme par hasard, elle va se vendre. Ouais, OK. Comme par hasard. Donc c'est pour ça que le visagisme dans notre métier est très important. Très important. Et ce visagisme, ça prend, soit tu dessines tous les jours des montures avec des visages et donc tu comprends ce que ça veut dire, soit tu pratiques la vente depuis plein d'années avec des clients différents dans un magasin ou plusieurs magasins, et c'est cette expérience qui te permet d'acquérir et de travailler avec différentes formes d'œil avec du visagisme. C'est très important ça. Et apprendre le logiciel 3D, peut-être? Oui, aussi. Yeah. Aussi. Bon, ça avance très vite. On peut imaginer, dans un futur très proche, d'avoir un casque virtuel et de venir piocher, voilà, j'ai une forme ovale, je vais lui mettre une taille, et puis avec mes petites mains, je vais la sculpter, je vais la paramétrer, etc. Je pense qu'on va y arriver très vite. Donc, il y aura quelque chose qui sera beaucoup plus intuitif et qui ne... L'idée, c'est de ne pas mettre de frein à la création. C'est ça qui est important. C'est très important. Et c'est vrai que l'impression 3D, si on maîtrise bien les logiciels 3D, bien sûr, permet cette liberté. Après, on ne peut pas tout faire en impression 3D parce que ça peut être vite, étouffant. Il ne faut pas oublier qu'on a 2 paramètres qui vont évoluer dans les années qui viennent, je pense, 3-5 ans. On a 2 paramètres sur lesquels on a un défi. C'est la transparence et la brillance. Ouais. Voilà. C'est vrai, parce que la texture c'est pour ça que nous, on a préféré mettre des branches en pur titane brillant poli sur du poudré face d'impression 3D parce que ça nous paraissait plus chic et plus prestigieux. Mais il est évident que ce qui est très important aussi, et pour nous, ce qui est un fondamental pour l'impression 3D, et c'est pour ça qu'on se différencie de nos concurrents, c'est ça. Les couleurs. Les couleurs. C'est-à-dire qu'on est là, aujourd'hui, je peux le dire, ça fait un peu prétentieux, mais on est la seule collection au monde en impression 3D, haute résolution, à proposer des couleurs de fou comme ça. Tu vois, par exemple, ici, là, on a un vert pratiquement fluo. Là, on a un fuchsia. Ben oui, c'est magnifique. Et voilà, donc, et évidemment, le blanc. Le blanc. Merci. Merci. Je pense qu'on avait peut-être... Je pense qu'on est prêt pour les questions maintenant. Donc, on va passer à des questions... on va répondre à des questions médias. Donc, je pense qu'il y a Daniel avec les questions. Oui. Oui. Bien, alors, d'abord, un immense merci. C'était fort intéressant. Merci à vous deux. J'invite les personnes qui assistent à la conférence en ligne à bien vouloir écrire leurs questions dans le clavardage. Ça nous fera plaisir de les transmettre à notre invité. Je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser? Oui,
Alors, je vais l'écouter et la répéter, si vous voulez bien. Oui. Alors, certaines personnes dans la salle découvrent votre collection avec grand plaisir et admiration. On se demande si les modèles viennent automatiquement avec le clip. À vrai dire, est-ce que le clip est optionnel à l'achat ou s'il est inclus dans la monture? Et il y a une question peut-être au niveau des prix. Bon, c'est peut-être un peu plus délicat de parler de prix de revente, mais bon, vous verrez comment vous souhaitez répondre. Alors, pour les clips, ils sont optionnels, c'est-à-dire qu'on peut acheter un modèle sans être obligé d'acheter le clip qui va avec. Ensuite, donc séparément, il n'est pas obligatoire. Ensuite, comme c'est une nouvelle collection où on fait de l'expérience, j'allais dire, il y a parfois un petit peu d'improvisation, de volume, de style. Donc, du coup, on n'a pas fait des clips sur chaque forme d'œil. Ce serait mon souhait. Le temps manque. On a beaucoup de choses à faire. On a une petite structure. Mais oui, à terme, j'aimerais que chaque forme d'œil, au moins les fondamentales, ait pour chacune un clip, évidemment. Et surtout, c'est ça qui est intéressant en impression 3D, c'est chaque forme a son clip, mais aussi son système d'accroche différent. Et oui, en fonction de la forme, puisque tout est imaginable. Donc c'est là où le défi est intéressant. Au niveau des prix, donc c'est en dollars canadiens, je ne sais pas, il faudrait que Ginette m'aide, mais grosso modo, en euros, on va être entre 249 et 289 prix public. En fonction des marges des opticiens. C'est variable d'un pays à l'autre. Voilà. C'est très flou. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais peut-être savoir si au niveau du logiciel que vous utilisez, est-ce que c'est facile d'apporter des modifications, par exemple, accentuer une pointe ou arrondir une courbe qui est déjà là? Est-ce que ça nécessite beaucoup de manipulation au niveau du logiciel ou c'est quelque chose qui se fait facilement? Alors non, ça ne se fait pas facilement. Vous avez plusieurs familles de logiciels 3D. Vous avez des familles de logiciels 3D qui sont utilisés par certains de mes confrères qui sont ce qu'on appelle paramétriques. C'est-à-dire que vous rentrez toutes les données d'une monture avec un algorithme. Et une fois que c'est rentré dedans, vous changez certains paramètres. La taille du nez, la hauteur du modèle, la longueur du modèle, la longueur de branche, etc. Il y a pas mal d'Allemands qui ont lancé des petites collections avec une possibilité de faire du sur-mesure assez rapide, en France aussi, en utilisant ces logiciels paramétriques. Mais c'est plus de l'algorithme. Nous, ce qu'on utilise, c'est un logiciel vraiment de design qui a été inventé au départ par les voitures, par les automobilistes, les constructeurs automobiles, pardon. C'est-à-dire qu'ils avaient exactement la même contrainte que nous en monture, c'est-à-dire que quand ils voulaient réaliser une courbe sur une voiture, quand ils voulaient réussir parfaitement une brillance, une lumière qui va courir sur un détail de la voiture, la plupart des logiciels 3D, c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, ils ont créé des systèmes, des logiciels, ces logiciels sur lesquels je travaille, qui s'appelle Alias, qui a été inventé par des Canadiens à Toronto, et bravo messieurs, dames, et qui est le plus ludique, le plus passionnant, parce qu'on peut travailler comme de la peau. C'est-à-dire le système est simple, c'est-à-dire que pour définir une surface, il vous faut 2, 3 ou 4 courbes. Ces 4 courbes vont délimiter, vont dessiner une surface. Et ensuite, si on change un point, on va modifier
la surface. Et tout est autour de ça. Donc, il y a énormément de création à faire et d'anticipation à faire pour réussir à faire les volumes qu'on veut. Mais on a une très grande souplesse de création. Par exemple, je travaille beaucoup avec des ingénieurs qui travaillent sur AutoCAD. Eux arrivent à faire des mécanismes, des charnières, des trucs hydrauliques, de résistance thermique, de pression, etc. exceptionnels. Par contre, quand il s'agit de dessiner deux surfaces qui vont s'entrecroiser, une ovale et une losange, vous imaginez, elles se croisent, etc., ça devient compliqué. Sur Alias, avec le genre de logiciel 3D à base de NURBS comme on utilise, tout est possible. Il n'y a pas de limite. Voilà pourquoi je travaille comme ça. Excellent. Alors, une dernière question. Est-ce que c'est possible pour vous de nous dire combien de temps il faut à partir du moment où vous avez le croquis, par exemple, où vous avez l'idée, jusqu'à la production ou jusqu'au produit fini? Il peut s'écouler 6 mois, 1 année, combien de temps? Non, ça peut être rapide. Alors déjà, moi, je vais pas prendre mon exemple à moi, puisque moi, je sais, par exemple, derrière moi, vous voyez des faces qui ont été dessinées sur Illustrator. C'est du 2D. Hein. Je me sers de ces courbes et je les balance dans mon logiciel et je vais les projeter sur des volumes. Et je vais tout redessiner le modèle en 3D. À partir du moment où j'ai fait la création en 2D, que je reprends mon fichier, il faut compter à peu près 1 journée ou 2 pour travailler sur, on va dire, la sculpture 3D virtuelle. Une fois que j'ai ça, j'envoie à mon imprimeur 3D qui, lui, on va le voir dans la vidéo, va étudier le rangement des fichiers pour pouvoir les imprimer par rapport aux machines que je vous ai montrées, etc. Gagner les gains de place, essayer de les incliner de telle sorte que chaque strate n'ait pas d'influence sur le volume qu'on veut donner à la forme. C'est-à-dire, je m'explique, sur le modèle Zaha, par exemple, ici, sur le nez, la première impression qu'on avait fait, on avait des escaliers. On avait plein de petits escaliers ici. Donc, ils ont été obligés de refaire l'inclinaison pour étudier l'orientation lors de l'impression pour qu'on ait le moins d'incidence sur ces strates. Et c'est ce qui fait tout l'enjeu de la beauté de ce produit, c'est justement d'anticiper là-dessus. Parce que si je passe des heures à travailler des courbes comme ça, qui sont magnifiques, mais si à l'impression 3D, on voit plein d'escaliers sur la surface, pour moi, c'est un échec, c'est pas une réussite. Donc il a fallu anticiper là-dessus aussi, et c'est ça qui est le plus important. Et après, encore une fois, la couleur. Là, je vous ai montré un exemple. Par exemple, là, ce sont des petits présentoirs 3D qu'on offre à l'opticien pour mettre en avant dans sa vitrine des petites montures. Voilà, nous, on voulait du violet, on voulait du orange, on voulait du fuchsia, on voulait du vert. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est la couleur. Il faut vraiment préserver ça à tout prix. C'est très important. Merci. Alors, j'ai dit que c'était la dernière, mais c'est faux. J'ai 2 autres questions à vous poser. La première, c'est peut-être au niveau du matériau. Est-ce que, vous nous avez parlé tout à l'heure de ce qui s'en venait, mais pour l'instant, est-ce que ce n'est que c'est pas du nylon ou est-ce que actuellement en impression 3D, on est limité à un seul matériau? Aujourd'hui. Non. OK. J'ai des confrères dans le monde de la lunette qui impriment avec des poudres biosourcées et biocompatibles. Donc, il y a des possibilités qui existent. On ne sera jamais en pur matériaux bio parce qu'il y aura toujours besoin d'une résine, d'une sorte de plastique pour pouvoir réagir à la polymérisation. Quand on va fondre la poudre, il faut qu'elle puisse durcir. Donc, il y aura toujours besoin d'un procédé chimique, thermique, pour pouvoir solidifier la finalisation poudrée. Il faudra qu'elle soit dure quelque part. Mais ça avance. Je suis
enfin, je surveille, enfin, je surveille pas parce que je n'ai aucune influence sur eux, mais ce sont des ingénieurs sur Lausanne qui sont en train de travailler sur quelque chose de très intéressant qui s'appelle la lignine, qui est une poudre végétale qui se trouve dans les arbres. Et le challenge, c'est d'essayer de trouver une façon de le rendre polymérisable sans le déformer structurellement. Donc c'est très complexe, mais ils essayent de mettre ça au point. Et donc oui, on arrive à imprimer avec des poudres, on va dire, entre parenthèses, bio, pratiquement bio à 100%. Mais toujours pareil, pour moi, il y a 2 objectifs à travers cette technologie aujourd'hui. C'est respecter la haute définition, parce que si j'arrive à imprimer en bio, mais que j'arrive à faire un escalier, ça va pas être très esthétique. Et surtout la couleur. Pour l'instant, dans les matériaux bio imprimables, on est très limité au niveau des couleurs, de la beauté des couleurs. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà. Donc, mais on va y arriver. Ça va prendre quelques années, mais on va y arriver. Dites-moi, est-ce que vous utilisez parfois des numériseurs à visage? On a vu ça dans les salons Vision, des numériseurs qui parcourent le visage. Est-ce que ça pourrait être un procédé qui puisse vous aider dans la conception? Non, parce que pour le sur-mesure, oui. Pour le sur-mesure, si notre activité était de faire à chaque fois une monture sur-mesure avec un porteur bien spécifique, oui. Mais pour nos investigations, je dirais au niveau de notre expérience de visagisme, non. Parce que chaque visage est différent. Chaque être humain est différent. C'est une banalité ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc, un modèle, quand vous faites un modèle, vous allez essayer de le faire pour un groupe de visages qui vont être à peu près dans les mêmes tailles. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, le visage de quelqu'un qui va être rond, qui va être à peu près caucasien, va être différent d'une personne qui va être asiatique, qui va avoir un visage rond. La physionomie est différente, donc les montures sont différentes. Donc on a des bases de données comme ça de visagisme où on est obligé de différencier. Mais après, on ne peut pas rentrer chaque visage de chaque être humain pour faire un modèle. On peut, par contre, ça peut être un outil qui peut nous permettre de voir quelle monture ira mieux à cette catégorie de visage. Est-ce que c'est une ronde? Est-ce que c'est une carrée? Est-ce que c'est une pentose? Est-ce que c'est une rectangle? Ça peut nous aider beaucoup par rapport à cibler, à aider, à orienter le porteur vers une forme qui lui irait le mieux. Ouais. Moi, je le vois plus comme quelque chose de pédagogique et voilà, pour orienter la personne dans le choix de ses montures. Je pense. Voilà. On va devoir s'arrêter ici. Je vous remercie à tous les deux. Ce fut fort intéressant. Merci d'être des êtres si passionnés. Merci, Mehdi. Hein? Merci à tous. Merci de m'avoir invité à partager tout ça. Et j'espère franchement que le Covid nous permettra de nous rapprocher à nouveau, parce que pour l'instant, l'Atlantique est large, hein, peu large. Ben oui. Un peu large. Donc, j'aimerais bien vous revoir tous pour pouvoir aller boire une bonne bière ou un bon verre ensemble et enlever les masques. Mais oui, on le souhaite tous. Merci encore d'être venu puis de nous jaser un peu de votre processus et de l'imprimerie 3D. Ça fut très, très, très inspirant. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, ça marche. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Salut, Naomi.